Vous écoutez Arte Radio. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que je suis devenue incapable de lire un livre plus de 20 minutes d'affilée. Même en plein milieu d'un super roman avec de l'amour ou du suspense, je sens mon attention qui décroche. Ma main se met machinalement à chercher mon téléphone pour un petit shoot sur mon appli météo, 5 quick face yoga moves. Instagram. Aujourd'hui, on fait comme des ailes de poulet, mais c'est du chou-fleur. C'est fou de se dire qu'un poulet a que 2 ailes et qu'on remplit. Bon, aux États-Unis, c'est vraiment ça, je vous l'apprends pas, mais en fait. Mes messages WhatsApp. Coucou ma cocotte. Oui, bonjour Madame Saltel, Monsieur B. Ouais, bah attends, là, je peux pas. J'arrive pas à écrire mon salut. N'importe quoi. Allô ? En tout cas, au lieu de poursuivre mon chapitre, Allô ? je me retrouve plongée dans une recette de cannelloni à la ricotta. Les pâtes, comme tout un tas d'autres aliments, contiennent du cadmium. Message de papa, donc en effet tu m'appelles quand tu veux là ce matin pour l'arrosage. Voilà, c'est hyper angoissant, je trouve. Cette impression que nos cerveaux sont en train de muter à cause des GAFAM et que la profusion de tous ces contenus disponibles partout bousille notre concentration. Message de papa, je vois que tu viens de m'appeler. Et donc, j'ai eu envie de consacrer un bref épisode à une jeune philosophe, Apolline Guyot, dont je viens de découvrir le travail. Apolline Guyot s'intéresse à ce qu'on appelle la crise de l'attention, mais elle refuse de paniquer. Au lieu de chercher des solutions comportementales pour reprendre le contrôle sur nos cerveaux trop distraits, elle utilise sa formation de philosophe pour essayer de déplacer le débat. Pourquoi ça nous fait tellement peur de ne plus arriver à se concentrer ? D'ailleurs, est-ce qu'on y arrivait beaucoup mieux avant ? Et qu'est-ce qu'il y a de si terrible, au fond, dans la dispersion ? Faut-il forcément voir l'éparpillement cognitif comme la maladie du siècle ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière un peu plus fine et maligne et joyeuse d'aborder nos problèmes d'attention ? Apolline Guyot dégage plein de pistes pour réenchanter notre manière de s'intéresser au monde. Par contre, il va falloir rester focus pendant 30 minutes. Une recette de cannelloni bolognaise en quelques minutes. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus fort là ? Oui, c'est moi, désolé, tu peux me rappeler. Vivons heureux avant la fin du monde. Déjà là, je suis sûre que t'es en train de lutter pour pas scroller, alors que c'est super intéressant ce que je vais te dire. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. Je peux te rappeler et tu peux me rappeler. En ligne chaque mois, si on y arrive. Et du coup, je sais pas pourquoi tu m'appelles. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Anna Duy et produite par Arte Radio. L'état de concentration ultime pour réviser. Le premier outil consiste à se concentrer. Épisode 41. Trouble dans l'attention. Le sujet d'Apolline Guyot, dans son dernier livre, qui s'appelle « Hors de soi, déjouer la tyrannie de l'attention », c'est donc le fonctionnement de nos pauvres cervelles modernes en proie à la distraction. Alors évidemment, pour en parler, elle n'allait pas sortir un gros pavé académique qui nous serait tombé des mains au bout de 2 pages, non ? Elle a eu la bonne idée d'ancrer toute sa réflexion dans un récit à la première personne où elle raconte ce qui lui est arrivé, les questions qu'elle se pose sur sa propre expérience, et c'est ça qui nous donne envie de réfléchir. Il y a environ 2 ans, je rentrais du travail et ça faisait environ 2 semaines que je me disais que j'étais fatiguée, que j'étais stressée. Et dans le métro, d'un coup, j'avais plus de batterie dans mon téléphone et je me suis retrouvée un peu en tête-à-tête avec moi-même. En temps normal, généralement, j'aurais regardé Instagram. J'ai commencé à me sentir un peu décollée de la réalité, à sentir que j'avais complètement oublié ce qui m'avait amené dans le métro, je savais plus vraiment où est-ce que j'allais après, et j'arrivais pas vraiment à me sortir de cet état un peu léthargique, parce que j'avais l'impression d'être juste un corps, un paquet de chair, dans un endroit, dans une boîte avec plein de gens, et de pas vraiment savoir si c'était vraiment moi. J'avais l'impression d'être face à un néant, face à un vide. Et ensuite, ça s'est reproduit sous des formes un peu différentes. Une fois, j'étais en vélo, ce qui est un peu dangereux.
Je me demandais qu'est-ce que je faisais là, comme si je me voyais de l'extérieur ou bien que j'étais un peu en pilote automatique. Et je savais pas trop si c'était que je faisais une dépression, que j'allais mal, enfin voilà, un problème pathologique. J'ai appelé ça les pannes de présence, parce que pour moi ça relève vraiment d'un moment où on se sent absent au monde, un peu étranger et un peu absent à soi-même. À l'époque, Apolline Guyot fait tout de suite le lien entre cette espèce de bug qu'elle ressent et la place qu'ont pris les écrans et le numérique dans sa vie. Pourtant, elle n'est pas plus accro que la moyenne à son smartphone. Il lui arrive de scroller un peu trop tard le soir sur les réseaux ou de passer 2 heures à remplir un panier d'achat sur Vinted pour finalement tout annuler au dernier moment. Mais comme la plupart d'entre nous. Et c'est justement cette banalité à laquelle on est tous en train de s'habituer qu'elle essaye de décortiquer. J'avais quand même intégré cette idée qu'il y aurait ces interférences, ça s'appelle des technoférences, c'est les moments où on est dans le monde réel, en 3D, le monde physique, et puis d'un coup on va avoir une irruption par une notification, par un geste un peu réflexe, comme si on se dédoublait. Il y a une partie de nous qui est le personnage physique qui reste dans la vraie vie, et puis une partie de nous qui est déjà en fait dans le monde virtuel, et c'est une espèce de, je pense, de multiplication des versions de moi-même, c'était le sentiment que j'avais. Tout de suite je me suis dit, ça c'est l'éparpillement cognitif. Il faut se reprendre en main, il faut se restructurer autour d'une ligne, une personne unique qui serait en contrôle de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle vit. Pour lutter contre cet éparpillement cognitif, comme elle dit, Apolline Guyot a donc testé la multitude de techniques, trucs et astuces que paradoxalement on trouve à l'intérieur même du grand flux de contenu qui nous diffracte la cervelle façon puzzle. Comme beaucoup de gens, j'ai des limites de temps sur les applications, donc j'avais mis en noir et blanc tout mon téléphone portable pour qu'il me stimule moins. Volontairement, je le chargeais pas trop pour parfois plus avoir de batterie, etc. Donc j'avais essayé d'utiliser un petit peu des petits tips pour le rendre moins attrayant, mais quand même j'en avais besoin pour ma vie quotidienne, pour le travail notamment, donc je pouvais pas vraiment me débarrasser de mon téléphone. Mais d'un autre côté, j'ai quand même essayé, avec mes petits moyens du bord, de me rééduquer sur tout un tas d'habitudes dont je sais qu'elles sont censées être saines. Je me suis dit, je vais me réveiller plus tôt pour avoir plus de temps le matin sans mon téléphone, peut-être écouter la radio, aller me promener. J'ai pas réussi parce que j'adore dormir, donc voilà. Arrêter le sucre pour mieux se concentrer, ce genre de choses. Fractionner mes repas pour avoir moins de travail de digestion. Pour améliorer sa concentration, j'avais lu que c'était bien de fractionner. Enfin, ça a pas de sens. J'ai essayé de faire du sport le matin, de faire du yoga, de la méditation. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Enfin, j'étais vraiment friande d'avoir des solutions, des habitudes auxquelles je puisse m'accrocher et que ça détourne en partie le problème puisqu'on va se concentrer pour respecter les routines. En fait, on va déporter ces monomanies ou ces problèmes attentionnels, on va juste les déporter peut-être sur des objets qui sont plus faciles à contrôler. Et ce récit un peu de quelqu'un qui est dispersé et qui remonte à cheval et qui s'en sort, narcissiquement, c'est plus agréable parce qu'on a l'impression de se reprendre en main. Mais du coup, c'était vraiment toujours mis en échec puisque la structure même d'une discipline très dure, c'est qu'elle va éclater au bout de quelques jours, au bout de quelques temps parce que la vie est faite d'écarts. Et du coup, ça rajoute une couche de culpabilité parce que, en plus du mal-être initial de se sentir un peu dispersé, on ajoute la culpabilité de même pas pouvoir s'en sortir. Et puis, au passage, on aura pris 2-3 complexes sur son corps ou sur ce qu'on mange. Donc, au passage, on va aussi, je pense, ramener d'autres problèmes dans la danse. Et puis, à la fin, on se retrouve avec un sentiment d'impuissance, un sentiment d'incapacité. Donc, ça n'a pas du tout arrangé les choses, au contraire. Ça m'a plutôt rendu maniaque des habitudes que j'arrivais pas à prendre, à blâmer un peu les autres, à blâmer le monde en fait pour m'empêcher d'aller mieux. Donc ça a augmenté le ressentiment envers autrui et envers moi-même. Je trouve qu'il y a toujours associé quand même à ce sentiment de perte d'attention, il y a un peu une injustice. L'impression qu'on a souvent, c'est de se faire voler quelque chose, c'est qu'on s'est fait flouer. Parce qu'on a l'impression que c'est les patrons de la tech qui nous volent notre temps disponible, puisque je connais tout la façon dont les plateformes sont faites, je sais très bien que c'est fait pour être addictif, je sais un petit peu les structures sous-jacentes au capitalisme qui font que je me fais voler mon attention d'une certaine manière. À l'époque, je me disais ça. Donc c'est soit l'injustice et on va se dire c'est leur faute, c'est moi, je me fais avoir, ou bien la culpabilité. Et moi, j'ai connu vraiment les deux. À ce moment-là, quand Apolline Guyot commence à se sentir de plus en plus coincée et impuissante, il se trouve que c'est l'été. Et donc, elle décide de tenter un geste radical.
elle stoppe tout et elle décide d'aller s'isoler plusieurs semaines à la campagne, dans le Cher, chez son père. Il est parti faire un voyage à l'étranger et il lui laisse squatter sa maison. Le Cher, c'est pas follement exotique, mais ça tombe bien parce qu'Apolline Guyot ne va pas là-bas pour prendre des vacances. Il n'y a pas de magnifiques randonnées, il n'y a pas de bord de mer, il y a peu d'habitants, il y a un supermarché, il y a une boulangerie, une boucherie. Il y a des étendues de forêt et de champs de blé, de colza, qui sont entrecoupés par des petits villages où il y a principalement des personnes âgées de plus en plus. Donc je pense que c'était vraiment des conditions assez réunies pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce qui m'intéressait, à savoir comment mon attention se disperse ou se reconcentre quand elle est éloignée du rythme un peu ébouriffant de la ville et de ma vie quotidienne, quoi. Une fois installée sur place, Apolline Guyot démarre la rédaction d'un journal de bord où elle consigne, au jour le jour, l'expérience cognitive et philosophique qu'elle essaye de mener. Je pense que ce que j'attendais, c'était, à l'issue de cette pause, de ce moment d'isolement, c'est de réaliser que j'avais le contrôle sur mon attention, que j'étais capable de me concentrer. Je savais pas trop combien de temps j'allais partir, mais je voyais ça vraiment comme une sorte de remise à plat. Un peu comme on voit sur Internet. J'avais lu qu'il fallait 21 jours pour prendre une habitude. Donc je me suis dit, 21 jours, ça se fait. Donc peut-être que ça va marcher, quoi. Alors, évidemment, devinez quoi ? Dans son petit coin de verdure où elle fantasmait une épiphanie en buvant des tisanes face aux champs de colza qui ondulent dans la brise du soir, rien ne se passe comme prévu. Assez vite, je me rends compte que c'est un enfer d'être loin de tout quand on n'est soi-même pas au top. L'ennui, je me supportais vraiment pas moi-même. Je pense la grande déception au début, c'était ça. C'était de me dire, je pensais que j'étais quelqu'un d'intéressant, de profond. Et en fait, je m'ennuie au bout de 5 minutes. J'ai tourné en rond, j'ai essayé de... Même quand j'étais vers l'extérieur, mon meilleur moment de la journée, c'est quand j'allais au Super U parce que je parlais à des gens et j'ai réalisé que je me suffisais pas vraiment. Je cherchais à me divertir encore plus, donc j'étais tout le temps sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et puis je regardais dans le vide, quand j'avais vraiment plus rien à faire. J'avais l'impression qu'en faisant un retour sur moi, j'allais trouver une sorte de trésor enfoui qui serait recouvert sous les routines, sous les obligations, les contraintes. Et à la place du trésor, je trouvais rien. Et c'est quelque chose qui est un peu angoissant aussi de se dire ce que je pensais être un noyau, en fait, je vois que c'est un vide, c'est un néant, c'est un vent, c'est quelque chose qui n'a pas de substance, quoi. Là où elle fait un fort coup, Apolline Guyot, dans son journal, c'est qu'elle arrive à rendre intéressant ce qui se passe quand, pourtant, elle s'ennuie comme un rat mort. Parce que pendant qu'elle zone au Super U ou qu'elle fixe le plafond pendant des heures, elle mobilise aussi les outils de la philosophie, sa connaissance de l'histoire des idées. Et au fil des jours, elle replace comme ça ses angoisses sur le smartphone ou la crise de l'attention dans un questionnement beaucoup plus large de ce qu'est la conscience, le sujet, le moi. Par exemple, il y a tout un chapitre passionnant sur le lien entre notre conception du travail et ce qu'on appelle aujourd'hui la concentration. En fait, la première chose qui m'a troublée quand je me suis retrouvée donc loin de toutes les routines que je connaissais, notamment le travail, c'est que j'ai réalisé que la façon dont je mesurais ma concentration et ma déconcentration, c'était en fonction de si elles étaient productives ou pas. Et du coup, une fois qu'on est libéré de cette question de la productivité, parce que du coup je travaillais pas, la question de l'attention, elle se redéfinit un peu. La manière dont nous, on définit le problème de l'attention et la crise attentionnelle, ça vient de l'industrialisation et du fait que tout au long du 19e siècle, mais en particulier à la fin du 19e siècle, mais il y a des prémices avant, on va avoir une standardisation progressive des tâches, une déqualification des ouvriers. Et à la fin, on se retrouve au début du 20e avec des situations de travail à la chaîne, comme on voit dans les films Les Temps modernes, où on a le même geste répété un nombre incalculable de fois. Pour faire ce geste, est-ce qu'il faut être attentif ? Non, pas au sens d'une attention vivante, où on donne du sens à ce qu'on fait, où on se projette vraiment dans ce qu'on fait, mais il faut pas non plus être totalement inattentif, parce que sinon, on rompt la cadence et on embête tout le monde. Donc du coup, on va avoir simultanément une déqualification des travailleurs, et en même temps, on va leur demander d'être vigilants, attentifs à ce qu'ils font.
et de pas penser à autre chose, alors même qu'ils font des choses très monotones, qui supposeraient du coup qu'ils pensent à autre chose, justement, qu'ils rêvassent, etc., etc. Donc il y a toute cette idée de savoir à quel point on peut contraindre une population à faire quelque chose de monotone et de rébarbatif pendant longtemps, tout en les gardant assidus au travail, engagés, comme on dirait aujourd'hui. Du coup, il faut trouver justement ce juste milieu, ce juste dosage, qui va être une espèce de vigilance minimale, qui est en fait une souffrance parce qu'on n'a pas la liberté de rêvasser, mais en même temps, on n'a pas la liberté d'être attentif à plein à ce qu'on fait. Et du coup, on va s'habituer à cette forme d'attention un peu appauvrie, qui va détraquer un petit peu notre vision de l'attention pour qu'elle soit comme une ressource. Pour le capital, pour l'économie, c'est une ressource. Et du coup, nous, on en est venus à penser aussi que c'était une ressource, et donc il fallait bien l'utiliser. Je peux pas dormir. Tu n'as qu'à compter tes ouvriers. Un ouvrier, 2 ouvriers, 3 ouvriers, 4 ouvriers. À partir du 19e, il y a tout un tas de psychologues, de moralistes, de personnes qui vont s'intéresser à comment gérer l'attention et l'exploiter de manière optimale. Comment on va pouvoir faire en sorte que ces personnes-là soient attentives aux bonnes choses. Comment cultiver une bonne attention, une attention qui ait une bonne valeur morale. À l'époque, il y a des textes sur les romans, par exemple, qui distraient les ouvriers et les servantes, sur le théâtre, sur la lumière électrique qui nous maintient éveillés, sur tout un tas de choses qui aujourd'hui nous semblent hyper naturelles, mais qui à l'époque étaient déjà vues comme l'équivalent de Instagram, quoi, qui étaient vraiment vécues comme des forces qui nous éloignaient du droit chemin. Et cette idée de droit chemin dont on s'éloigne, en fait, elle est vraiment codée dans notre façon de concevoir la productivité et une société qui fonctionne. L'idée de considérer la distraction comme une pathologie, elle remonte à cette époque-là. Ça ne veut pas dire que la distraction remonte à cette époque-là. Il y avait des gens distraits avant, etc. C'est juste que, du coup, c'est pas vraiment la distraction qui remonte à ce moment-là. C'est la distraction comme inquiétude de la classe dominante, des politiques. C'est la manière dont on a essayé de prendre en charge cette masse de population il fallait que cette masse travaille, en fait. Et nous, on est héritiers de ces modèles-là. Parce que du coup, on a hérité de cette façon de considérer l'attention comme un capital dont il faudrait prendre soin, qu'il faudrait soigner, etc. Bien exploiter, pas dilapider, etc., etc. Comme quelque chose dont il faudrait extraire un maximum de jus. Alors que l'attention, c'est aussi quelque chose qui se fait absorber par le monde, qui se disperse, qui s'éparpille. Et c'est normal, en fait. Mais cette normalité, on l'a oubliée parce qu'on l'a remplacée par une grille de lecture extrêmement optimisatrice, centrée autour de la performance. La vision qu'on a de la dispersion, elle est aussi héritière de toute une tradition du cartésianisme, etc., qui considère que le sujet, il est pleinement autonome, pleinement digne, que quand il est en contrôle de ce vers quoi il va diriger son attention. Du coup, c'est vrai qu'on a un petit mélange entre des relents un petit peu volontaristes, rationalistes, en disant on est des individus rationnels, on doit pouvoir quand même mener notre barque, et en même temps des injonctions économiques qui vont être prises largement par les psychologues, par toutes les études qu'on voit aujourd'hui sur l'attention, qui vont nous culpabiliser parce qu'on n'est pas encore assez en maîtrise de cette capacité géniale dont on pourrait tirer tellement de choses. S'il y a bien une habitude qui m'a permis d'avoir du succès dans mon activité, c'est de me faire chaque jour au moins une grosse session de travail de 2 heures sans aucune distraction. Dans cette vidéo, je voulais répondre à une question sur la concentration et comment finalement être productif. L'état de concentration ultime pour réviser. Le premier outil consiste à se concentrer. Première chose à faire pour rester concentré, c'est d'abattre l'ennemi public numéro 1, les distractions. The most productive people in the world, they don't rely on discipline. Je suis concentré, je suis à fond sur mon boulot et donc vous faites des sprints. Cet état, il existe dans la vraie vie et ça s'appelle le flow. They found hacks to trick their brain into this superhuman level of productivity. Et mettez en place les stratégies pour lutter contre les sirènes attentionnelles. À cause d'elles, on perd en moyenne 28% de notre temps au travail. Do one thing. 20 minutes de perdu par heure. Focalisez-vous sur une chose à la fois. Je vois beaucoup de personnes qui font 10 000 choses et au final, elles ne font rien. You can start using these today to stop fighting against your brain and start using it as a superpower. Elles ne font rien. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui se sont spécialisés là-dedans, dans la mise en scène du rapt de notre attention, du vol de notre attention par le monde contemporain, et notamment depuis les années 2010, il y a énormément de titres anglo-saxons sur le deep work, sur le flow, donc cet état un peu où on oublie un peu le temps et on peut se concentrer pendant longtemps, sur comment reprendre le contrôle sur quelque chose qu'on nous aurait volé,
parce que à cause des géants du numérique notamment, on n'aurait plus vraiment le contrôle sur nos capacités cognitives. Donc c'est drôle parce que c'est des livres de développement personnel avec souvent des titres très tapageurs qui promettent la même chose, à savoir reprendre la main, sortir de l'ornière, avoir la pleine propriété privée quasiment de ses capacités cognitives. Il y a tout un courant des startups, des entreprises, des associations qui proposent de réentraîner son cerveau à faire plus attention, basé sur des résultats scientifiques. Et du coup, c'est facturé ou non, c'est efficace ou non. Donc c'est des petits exercices de mémorisation, de rapidité, de soutenir son attention pendant longtemps. Donc ça peut avoir quelque chose de très ludique. Mais derrière, la représentation sous-jacente de l'attention qui est derrière, elle est quand même très, du coup, assez pauvre parce que c'est juste la capacité de concentration sur une tâche. Souvent, c'est sur un écran en plus, donc c'est quand même assez, c'est un peu la partie la moins intéressante de ce qu'on peut faire avec notre attention, je pense. Voilà, ça, c'est le premier effet qui se coule de la retraite philosophique d'Apolline Guyot. Déconstruire la conception productiviste de l'attention qui nous met sous pression. Le deuxième effet qui se coule, il arrive un peu après dans le journal de bord, au moment où elle ressort des oubliettes une très vieille référence du patrimoine littéraire français en la personne de Michel de Montaigne, l'auteur des Essais. Qu'est-ce que Montaigne vient faire là ? Eh bien, quelque part, c'est assez rassurant de savoir que 450 ans avant TikTok, le Michel se demandait déjà lui aussi pourquoi son esprit partait tout le temps dans tous les sens. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. C'est quelqu'un qui raconte qu'il a la plupart du temps, il n'a pas l'impression de s'appartenir vraiment. Il a l'impression que le hasard va déclencher des pensées chez lui, qu'une conversation, une balade va lui occasionner des pensées. Et donc, il écrit lui-même très bien qu'il n'est lui-même que quand il est bousculé, quand il est secoué, quand il bouge, quand il rencontre le monde. Et que dès qu'il est tout seul et dès qu'il est laissé à soi-même, il dit je languis, je m'ennuie. Donc, il y a une forme de dispersion joyeuse, en fait, très heureuse et assez productive, puisque du coup, il a beaucoup écrit. En fait, c'est assez amusant parce que les essais, à l'école, moi, je l'avais étudié comme une autobiographie, pas comme un essai philosophique, etc. Et c'est un peu des petites pastilles complètement éclatées, dispersées, à la fois dispersées dans leur forme et aussi dans le fond, puisqu'ils touchent à la fois des petits sujets hyper individuels, hyper existentiels, on dirait aujourd'hui, comme des grands sujets de société. Et en fait, c'est marrant parce qu'il se raconte à travers le hasard de ses pensées. Et c'est quelque chose qui correspond beaucoup, je trouve, à notre modernité, à notre époque contemporaine aussi, où on va avoir parfois l'impression que se raconter de manière fragmentaire ou bien avoir une vision fragmentaire un peu éclatée de sa vie, ça serait quelque chose qui serait négatif. C'est ce qu'on nous apprend, alors que avec Montaigne, on peut apprendre qu'il peut y avoir dans l'acceptation de cette part de hasard, d'opportunisme aussi dans notre vie, on peut y trouver aussi de la joie, de se dire, en fait, on peut avoir des courtes passions pour un sujet, de se perdre dans une activité et juste après passer à autre chose, d'avoir une obsession sur, je sais pas, une question scientifique pendant quelques semaines, on va penser beaucoup à ça, puis après on s'en détourne, qu'on n'a pas besoin de se construire une cohérence en permanence, que la cohérence, elle vient dans la manière dont on se raconte, dont on voit le monde, dont ça va enrichir notre perspective, notre manière de donner du sens à notre existence. Enfermé dans sa tour, Montaigne n'est d'abord, nous semble-t-il, qu'un lecteur, et puis, peu à peu, l'envie lui prend de lire en lui-même, de se connaître, de se regarder avec la plus grande attention, la sincérité la plus exigeante. Sincérité si difficile à trouver pour un humain, mais qu'il sait atteindre au point que ce livre nous paraît le portrait le plus complet, le plus neuf, le plus audacieux qu'on ait fait d'un homme. En fait, ce qui est assez amusant chez Montaigne, c'est qu'il dit pas « l'humanité fonctionne comme ça ». Il dit « moi, je fonctionne comme ça ». Et je me demande si, au fond, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais c'est juste que personne le dit.
Et c'est vrai que quand on lit les philosophes, on a toujours l'impression qu'ils sont en contrôle, qu'ils sont très rationnels. Par contre, parfois, ils racontent effectivement Descartes, dans certains textes, dit qu'il a dû s'isoler, par exemple, pour écrire les méditations métaphysiques, qui est un peu son grand texte. Il dit j'ai dû m'isoler, me mettre dans un coin. Il a fallu que j'attende la fin de ma vie pour faire ce texte parce que sinon, je suis trop sollicité. Ça, il le dit quand même. Donc ça veut dire que il y a quand même cette mise en scène du retrait du monde parce que, en fait, la dispersion, elle est toujours un petit peu là. Et Montaigne, lui, au lieu de le cacher, il le laisse éclater au grand jour. En fait, il dit je suis dispersée et alors, et je peux quand même écrire, je peux quand même réfléchir, j'ai quand même un avis, une identité qui se déroule à travers le temps. L'important, c'est effectivement que j'ai l'impression que c'est toujours une version de moi, en fait, c'est une facette de moi. Et pourquoi, en fait, finalement, se travestir, s'obliger à se couler dans un récit qui serait unique, linéaire et qui irait forcément quelque part. On peut aussi dire, je vais un peu dans tous les sens et je vois ce qui se passe. Il dit simplement, parfois, l'existence, mon environnement, les gens autour de moi, le hasard fait que je rencontre des choses qui m'intéressent et je vais pas m'empêcher d'aller voir ce qui se passe, quoi. C'est une forme de curiosité un peu érigée comme principe de vie. Et quand il parle du fait que l'agitation, c'est sa grâce, je trouve que ça va vraiment à contre-courant d'une idée que ça serait la concentration, l'attention extrême qui serait une forme de spiritualité intense. En fait, on peut avoir un rapport à soi, on peut avoir un rapport à la vie qui soit pas uniquement dicté par la concentration. Après plusieurs semaines de retraite, grâce à son cher vieux Michel, mais aussi à Jean-Paul Sartre, à Nietzsche ou à Maurice Merleau-Ponty, qu'elle convoque tout au long de sa réflexion, Apolline Guyot commence à identifier de brefs moments où elle entrevoit une autre manière de vivre la dispersion. Par exemple, un exemple tout bête, je me suis retrouvée toute seule à côté d'une petite mare, donc dans le jardin de mon père. Il y a une petite mare de 1 mètre sur 2 mètres. C'est de l'eau qui croupit globalement la plupart du temps. Donc c'est pas du tout bucolique, c'est pas les nymphéas. Voilà, il y a des grenouilles, il se trouve que c'est l'être vivant qui survit. Et le croassement des grenouilles, c'est vraiment un son auquel je me suis habituée. Et au début, je me disais, c'est génial, je vais les observer, je vais les étudier, je vais devenir leur amie, je vais devenir une sorte de naturaliste du jardin. Alors pas du tout, j'ai pas du tout, je sais même pas quelle espèce de grenouille c'est. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par les regarder, les fixer et me dire que finalement, on habitait le même monde. Et qu'il y avait une forme de résonance. Et on n'est pas en train de se dire, je passe un super moment, je me ressource, c'est génial. Mais on est vraiment juste avant la prise de conscience, au moment où on est dans la jouissance pure et qu'on n'essaye pas de capitaliser dessus. Et ça, c'était, je pense, le premier moment où quand j'ai commencé à me dire, c'est pas mal, et j'ai essayé de refaire la même chose quelques heures après ou le lendemain, et ça marchait pas parce que je l'avais fait intentionnellement. Je me suis dit, ça c'est une bonne leçon aussi à apprendre, c'est que là, on peut pas contrôler toujours et profiter du moment. En fait, parfois ça vient pas. Mais par contre, quand ça se présente, il faut savoir se laisser absorber et donc se perdre un peu de vue. Il y a une partie de notre attention, c'est des synthèses passives du monde, c'est-à-dire qu'on synthétise ce qu'il y a autour de nous et on le digère, on le métabolise et puis parfois, activement, on va s'intéresser à quelque chose. Mais ce côté actif de l'attention n'est possible que parce qu'il y a une sorte de synthèse permanente, passive, inconsciente, un peu comme un végétal, du monde qui nous entoure. En fait, on est un peu végétaux aussi, on n'est pas que des animaux hyper connaissants, hyper volontaires. On a une part quand même archaïque de nous qui ne demande qu'à exister, s'étaler dans l'espace, sans avoir un grand projet ou sans avoir à faire quelque chose. Juste le fait d'être présent. Et c'est aussi cette partie-là, je pense qu'il faut réintégrer. Donc en fait, on est toujours attentif à quelque chose. La peur de perdre son attention, elle n'a pas de sens vraiment. Parce qu'on est toujours attentif à quelque chose. La question, c'est de se dire vers quoi est-ce que je vais me laisser emporter. Il y a des choses qui nous intéressent, des choses qui nous interpellent, des choses qui nous tombent dessus. Et en fait, c'est petit à petit par ces moments où je me suis un peu laissée exister au premier degré sans me regarder en train d'exister, où j'ai vraiment expérimenté une forme de dispersion un peu plus heureuse.
il y a cette espèce de placidité ou de tranquillité aussi, je pense, dans la dispersion du moi, de dire en fait j'existe, mais en même temps je suis un petit peu partout, j'écoute les choses autour de moi, je suis pas en moi-même au sens où je vis pas à la première personne ce moment. À la fin de l'été ou au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que plus j'arrivais à me laisser un peu disperser, à me laisser m'éparpiller, moins j'avais besoin de m'hypnotiser avec des écrans. Et c'est pour ça que souvent on dit que c'est les écrans qui créent de la dispersion. Moi je pense que les écrans, au contraire, ils créent une forme de monomanie attentionnelle. C'est-à-dire qu'on devient hyper concentré sur un petit carré, sur un petit truc. C'est comme si on mangeait tout le temps que du gazpacho. Au début c'est bon, mais à la fin on en a marre. C'est cette vision un peu binaire de dire soit je suis concentré, soit je suis distrait. En fait, il y a une gamme énorme de rapports au monde, de présence à soi-même, de présence aux autres, qui sont pas uniquement médiés par des symboles, par exemple l'écriture ou le numérique, et même les livres, d'avoir aussi des rapports directs, charnels, sensuels au monde. Parce que c'est plus on a de stimulation joyeuse, intéressante, riche à l'extérieur, et moins on va avoir tendance à aller chercher cet extérieur dans les écrans. Parce qu'on l'aura déjà en fait. Après, tout ce qu'on dit là sur la dispersion ne veut pas dire déresponsabilisation des plateformes notamment qui monétisent cette dispersion de l'attention qui est provoquée, qui est entretenue et qui est aliénante. Si c'est ma seule source de nourriture psychique, spirituelle, alors c'est une version qui est un peu appauvrie, on pourrait dire. L'attention, c'est le seul rapport que j'ai avec le monde. Et c'est en vertu de ça qu'il faut la préserver. Et pas pour en faire des choses qui seraient plus lucratives ou plus intéressantes. En fait, c'est simplement à quoi est-ce qu'on veut passer notre vie, finalement, c'est toujours la même question. À ce stade, j'avais envie de vous féliciter d'être encore là. Vous avez quand même réussi à maintenir votre attention 30 minutes et 47 secondes. Mais on a compris le message d'Apolline Guyot, halte au culte de la performance cérébrale. Je me contente donc de vous souhaiter joyeuse dispersion, avec ou sans grenouilles, et loin des GAFAM. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Moi, par exemple, j'ai un problème de plombier, donc si tu peux t'en charger, ça m'arrange. Mais rappelle-moi, je t'embrasse.